Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors de Homère à Hemingway en passant par Jules Verne, la mer inspire les écrivains depuis belle lurette. Le festival Livre et Mer de Concarneau réunit des auteurs passionnés par l'univers maritime. C'est du 3 au 5 avril. Christelle Capochissi, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour le festival Livre et Mer de Concarneau qui fête ses 30 ans cette année, c'est ça? Alors, 31e édition même, on est grand. On est 31e édition. Michel Olagnon, à vos côtés, vous êtes l'un des nombreux auteurs invités au festival Livre et Mer et vous avez écrit ce livre, Anatomie curieuse de vagues scélérates. Bonjour Michel. Bonjour. Alors un livre qui mêle l'aspect scientifique et légendaire du phénomène, puisque les vagues nourrissent aussi de nombreuses légendes. Alors mêler science et imaginaire, c'est aussi ça qui fait le succès du festival Livre et Mer, Christelle? Oui, vraiment. Et Bestiaire et Faune, qui est le thème que l'on met en avant cette année, reprend vraiment cette double dimension de l'imaginaire qui fait rêver et puis qui suscite le besoin de connaître, de découvrir. Et puis le savoir en retour provoque lui aussi l'émerveillement. Donc voilà, c'est cet aller-retour qu'on a voulu interroger et en cela le livre de Michel en est très représentatif. On le détaille ensemble tout à l'heure. Alors en plateau également Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors comme tous les jeudis, vous vous intéressez à l'identité numérique de nos invités et du coup aujourd'hui vous avez trouvé de belles vagues en allant surfer sur le web, Benjamin. Oui, j'ai trouvé des tempêtes et contrairement à la semaine dernière, en plus elle parlait ni de François Hollande ni de Manuel Valls et des vagues scélérates qui ne désignaient aucun parti politique, c'était vraiment très bien. Ça va faire du bien. Ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web et le jeudi c'est aussi le jour de votre rendez-vous avec Sébastien et sa brève de chambre, ce sera en fin d'émission. Et enfin Julie Sicot est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Alors Julie, matinée chargée ce jeudi au conseil départemental, on dit maintenant, du Finistère à Quimper. Oui Pauline, dès 10h ce matin, les conseillers départementaux ont pris leurs fonctions à la maison du département à Quimper. Et pour entamer cette nouvelle mandature, le moment fort a été l'élection du président. Un vote mouvementé, comme vous nous le racontez dans votre reportage, on regarde. Une victoire plus difficile que prévu. Il a fallu pas moins de 3 tours pour que Nathalie Sarabezol soit élue à la présidence du nouveau conseil départemental. Maëlle de Calan a obtenu 24 voix, Nathalie Sarabezol 27 et Christian Troadec 2. Nathalie Sarabezol a donc été élue à la majorité relative et non pas absolue de 28 voix. La faute à l'absence d'un membre de la majorité, Reza Salami. Il se murmure que son groupe lui aurait refusé un poste de vice-président. Il aurait alors décidé de boycotter le vote. Un mauvais départ pour cette majorité socialiste. La majorité n'est pas fragile, nous sommes majoritaires de toute façon, donc elle n'est pas fragile malgré tout. Il ne s'agit pas de s'opposer en permanence ici et on l'a bien vu lors de précédents mandats, il peut arriver que sur des dossiers très précis, sur des politiques précises, nous réussissions à faire consensus au service des Finistériens. Donc j'espère que c'est dans cet esprit que nous travaillerons. Face à elle, 2 autres candidats s'étaient présentés, Maëlle de Calan pour l'Union de la droite et du centre et Christian Troadec pour les régionalistes. Ce dernier a d'ailleurs été très sollicité par la droite lors de cette assemblée. D'un côté, on a été dragué à un moment par le PS entre les 2 tours des élections. Aujourd'hui, l'UEP nous faisait des appels du pied. Nous sommes le groupe des régionalistes non alignés, faisant en sorte de travailler en premier lieu pour l'ensemble du territoire et pour le bien des dossiers ici qui pourront trouver jour dans cet hémicycle. Nous partageons avec Christian Troadec un certain nombre de constats, notamment sur la déshérence de territoires ruraux, du Crest-Braze, du centre-Bretagne, dans lequel doit s'exercer la solidarité départementale. Donc pas d'appel du pied, pas de manœuvre politicienne. En revanche, une convergence de vues pour faire du conseil départemental autre chose qu'un grand guichet d'aide sociale, mais un acteur stratégique du développement. Et si les régionalistes ont conservé leur position de non-alignés durant ce vote, ce ne fut pas le cas du binôme sans étiquette de Landivisio qui s'est allié à la droite pour ce scrutin. Je vous avoue que le discours de M. de Calan, notamment sur l'agroalimentaire, l'agriculture et l'économie, m'a quand même ravi. S'il y a des bonnes propositions à gauche comme à droite, ce qu'il faut, c'est peut-être essayons d'être un peu moins sectaires et de voter pour les choses où l'on croit qu'on représente bien nos électeurs. Une première séance qui n'aura pas manqué de suspense et de mordant. Le jeu des tractations politiques est lancé. Alors Julie, on l'a vu dans votre reportage, c'était pas vraiment facile d'élire cette présidente, une femme. Justement, la grande nouveauté de ce scrutin, c'est la parité. Oui, Pauline, la parité, la femme que je suis ne peut que se réjouir. Et dans l'Assemblée, ce matin, les conseillers départementaux étaient bien rangés. Un homme, une femme, un homme, une femme, 54 conseillers, 27 femmes et donc une présidente,
une exception. Avec cette élection, le Finistère rejoint le club très fermé des départements présidés par une femme. À l'échelle nationale, on estime que seulement une dizaine de départements seront gérés par des femmes sur les 101 départements français. Je vous propose justement d'écouter deux femmes de cette assemblée sur cette question, Nathalie Sarabezol et Elisabeth Guillerme, qui faisait sa première rentrée dans ce conseil. Je pense que si la loi n'aide pas, nous n'arriverons toujours pas à faire arriver des femmes à des postes de grande responsabilité comme celui-là. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont absolument volontaires pour faire cela. Je ne vois pas pourquoi elles le feraient moins bien que des hommes. Donc je trouve ça vraiment dommage. Il y a encore un effort à faire. Il faut continuer en ce sens. Un engagement politique, c'est vrai qu'il faut le vouloir, hein, il faut en avoir envie. Maintenant, c'est vrai qu'on y est un petit peu contraint de par la législation. C'est aussi un bien parce que je pense que la femme peut avoir des sensibilités autres qu'un homme élu. Voilà. Donc je pense qu'effectivement qu'il y ait des femmes autour de l'Assemblée de manière paritaire, c'est très bon pour le Finistère. Et puis, autre clin d'œil sur ce sujet, c'est Muriel Legac, la conseillère départementale de Moëlan-sur-Mer, qui a présidé le vote. C'est en effet une charge qui revient au doyen de l'Assemblée et donc aujourd'hui, la doyenne. Alors ça, c'était pour la forme, Julie, mais est-ce que sur le fond, est-ce que beaucoup de choses ont changé ce matin? Alors, le nom des conseillers, ce ne sont plus des conseillers généraux, mais des conseillers départementaux, car comme vous vous en rappelez, le département est en pleine mutation. Un texte de loi est en préparation qui redéfinit les compétences du département. Il s'agit du projet de loi NOTRe pour nouvelle organisation territoriale de la République. Des compétences comme les quarts scolaires pourraient être transférées à d'autres organisations. Malgré ces changements prévus, le département reste la collectivité des solidarités. On vous le rappelle, c'est elle qui gère les aides à l'enfance, les personnes âgées ou les handicapés. En tout cas, le budget a été voté, il est d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Merci beaucoup Julie Sicot. Et on note aussi que Nathalie Sarabezol sera votre invitée dans l'émission Tant pis si ça pince ce vendredi à 18h30. Exactement, sur TBO, évidemment. De vrais médecins pour soigner les nounours. La mairie de Brest sert d'hôpital jusqu'à vendredi soir pour sensibiliser les enfants au monde hospitalier. Petite visite dans cet hôpital des nounours avec Margot Durand et Tiffaine Versini. Faire soigner son nounours pour ne plus avoir peur de l'hôpital. Accompagnés de leur peluche favorite, les enfants consultent les nounoursologues. Petits bobos ou grosses fractures, le diagnostic les conduit en radiologie, chez l'ophtalmo et parfois même au bloc opératoire. Sauté du lit, du coup il s'est cassé le bras. Je suis à la radio, après je suis allée à la pharmacie, après on met les plâtres. 250 étudiants se sont portés volontaires pour cette 6e édition brestoise de l'hôpital des nounours. On rencontre les enfants, ils posent plein de questions. C'est vrai que ça permet vraiment de dédramatiser le milieu hospitalier. Et on va lui mettre le collier. Voilà, hop, on lui met le collier pour aller à l'hôpital. C'est le principe de l'hôpital des nounours, c'est pour qu'ils appréhendent un peu plus ce milieu-là et que les étudiants essayent de minimiser la peur de ces enfants. C'est pour éviter le syndrome de la blouse blanche en fait. Quand les enfants arrivent à l'hôpital, souvent ils sont impressionnés par les docteurs, les chirurgiens, même les infirmiers, à travers leur blouse, donc ils sont un peu moins ouverts pour expliquer un peu leur mal. L'objectif de cette journée est double. Dédramatiser l'hôpital pour les enfants, mais aussi permettre aux étudiants en médecine de communiquer avec le jeune public. Les enfants, c'est un des langages les plus difficiles à appréhender. Du coup, pour les étudiants, c'est un début dans leur carrière pour justement apprendre à communiquer avec eux. Bilan positif pour cette première journée de soins. Aucune victime à déplorer parmi ces patients hors normes. Écrivains, photographes, navigateurs ou scientifiques, tous ont rendez-vous à Concarneau ce week-end pour le festival Livres et Mer. Alors Christelle Capochichi au programme du festival, de belles rencontres en perspective et un thème en particulier cette année, vous l'évoquiez tout à l'heure, un petit mot là-dessus. Voilà, le bestiaire et faune. Donc c'est le thème qui réunit à la fois l'imaginaire et la dimension scientifique que l'on souhaite affirmer au festival. Oui, alors parmi vos invités cette année justement, Michel Olagnon, vous êtes chercheur à Ifremer, votre domaine de prédilection c'est les vagues, c'est même vous qui êtes à l'origine du nom Scélérates, pour désigner ces immenses vagues appelées, alors je vais encore une fois très mal prononcer en anglais, mais rogue waves.
Rogue Waves. Rogue Waves, je l'ai bien dit, par les anglophones. Vous avez écrit un livre sur le sujet. Il est illustré par Jeannette Kerr, qui est une artiste qui mêle, elle, justement, science et peinture aussi, sur le thème des vagues extrêmes. Ça va très bien avec le thème du festival. Alors, c'est quoi une vague scélérate exactement, Michel ? Alors c'est une vague qui est d'une sévérité totalement inattendue quand on regarde les autres vagues de l'état de mer. C'est quelque plus chose haute qui va que les autres plus haute, plus raide, plus violente. Il n'y a pas seulement la hauteur. Hein. Les bateaux peuvent être affectés par la raideur, le fait qu'elle va tourner, chavirer le navire. Et donc c'est une vague qu'on n'entend pas. Quand on a regardé les autres vagues autour, on imagine que la plus grosse va être un peu plus forte, et puis non, elle peut être beaucoup plus dangereuse. Mais alors, Julie, il y a des zones à vagues scélérates ou ça arrive vraiment n'importe où, n'importe quand? Il y a des zones où il y en a plus qu'ailleurs. Par contre, il y a... qu'on n'y aille pas. Qu'on fasse attention. Par contre, il n'y a pas de zone où on est à l'abri, à part évidemment les endroits où c'est calme plat. Rade de Brest, ça ne devrait pas trop se produire la rade normalement. de Brest, ça doit pouvoir aller. Et encore, il y a les vagues de sillage de certains navires et on ne les voit pas venir, quand on est dans une petite barcasse au ras de l'eau, on ne voit pas venir la vague de sillage d'un gros navire. Et on peut... elle peut être scélérate, au sens où elle dépasse parce que quand on a regardé autour de soi, on n'a pas vu de choses dangereuses et d'un seul coup, il arrive quelque chose. Mais les très grosses, celles qui font vraiment des hauteurs plusieurs dizaines de mètres de haut, celles-là, est-ce qu'il y a des coins du monde, des océans, où on les trouve en particulier? Alors, il y a des coins où on est à peu près sûr d'en trouver, comme par exemple le courant des Aiguilles, qui descend de l'océan Indien et longe la côte de l'Afrique du Sud. Et là, il y a les dépressions qui sont au sud du Cap, qui envoient de la houle face au courant. Mais la dépression est hors de vue du navigateur, qui, lui, va prendre le courant pour gagner du fuel et de la vitesse. Il est tranquille et il avance plus vite, il a le vent dans le dos, et puis là, il arrive les vagues générées par la perturbation qui est au-delà de l'horizon, et qui en rencontrant le courant, vont se cambrer comme dans le goulet de Brest. Et elles peuvent arriver jusqu'à sur la côte aussi. Dans votre livre, vous parlez on voit les photos d'ailleurs le Mavericks Surf Contest. C'est un événement sportif qui s'est retrouvé sous l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Eh bien, quand je suis allé à Hawaï, la Maverick c'est en Californie, mais je suis allé à Hawaï, et quand on va au bord des plages de surf, le guide vous retient très loin de la ligne où les vagues se brisent, en disant attention, de temps en temps, il y en a une qui est beaucoup plus forte que les autres et qui remonte. Et là, c'est ce qui s'est passé. Les gens avaient installé tous les barnums, les tribunes en haut de la plage, et d'un seul coup, il est arrivé une vague qui a tout balayé. Alors, comment les cargos ou les plateformes pétrolières, enfin ceux qui sont en mer, les professionnels de la mer, peuvent réagir face à une vague scélérate? Il n'y a rien à faire finalement. Comment on s'y prépare? On peut quand même essayer de prendre la vague le mieux possible par rapport au navire. C'est ce qui est arrivé avec l'épisode de la Jeanne d'Arc, de l'ancienne Jeanne d'Arc il y a 50 ans. Mais autrement, en général... On est un petit peu petit devant ce type de... C'est pas de bol, quoi. C'est voilà. C'est le mauvais c'est pas de bol. Et en plus, ça arrive la moitié du temps de nuit. Les tsunamis ou les raz-de-marée, c'est des vagues scélérates aussi? Ça rentre dans cette catégorie ou c'est autre chose? Moi, je considère que ce n'est pas vraiment des vagues scélérates, que c'est d'autres types de vagues extrêmes, mais qui sont parfaitement prévisibles par la science, calculables. Si on connaît le fait qu'il y a eu un séisme ou les tables de marée, etc., on peut prévoir l'arrivée d'un tsunami. Donc là, il n'y a pas vraiment le côté surprise pour le navigateur.
Qu'est-ce qui vous fascine dans les vagues? Je poserais peut-être la question à Christelle aussi, à tous les deux, parce que j'imagine qu'au Festival d'Ivry-Mer, ça doit être un des sujets assez Oui, nous, fascinants. c'est un thème qui nous a beaucoup plu parce que c'est vraiment récurrent dans la littérature maritime. La mer est un objet littéraire intéressant en ce sens qu'elle est inattendue, qu'elle peut être violente, qu'elle peut être apaisée aussi, mais le thème justement de la vague est très évocateur pour les romanciers et notamment ceux que l'on reçoit. Alors, votre conférence sur les vagues scélérates, c'est dimanche à 14h30 à la station biologique marine de Concarneau, Michel. Donc, des conférences, des rencontres avec les auteurs, des ateliers pour enfants. Il y en a vraiment pour tous les publics au Festival d'Ivry-Mer. Parmi les auteurs, il y a aussi des navigateurs, écrivains comme Isabelle Autissier. Oui. D'ailleurs, Michel, vous intervenez avec elle lors d'un rendez-vous au Café de l'Atlantique à 11h dimanche 5 avril. Est-ce que vous naviguez aussi vous-même, Michel? Très peu. J'ai navigué avec un dériveur de plage quand j'étais jeune, mais je préfère, voyez, les navigateurs chercher les données au large et puis acheter moi. Vous avez peur de la vague scélérate? Est-ce que vous avez peur de la vague scélérate? Voilà. Peut-être un petit peu. Alors, au programme aussi, un speed booking. J'ai vu ça dans le programme. C'est quoi exactement, Christelle? Le speed booking, on donne 3 minutes au public pour venir partager un coup de cœur, alors que ce soit un écrivain qu'on a toujours aimé ou qu'on vient de découvrir, ou une œuvre ou un livre précis. Donc 3 minutes pour convaincre. Et puis on a une animatrice qui a une petite cloche et elle est assez sévère. Donc vraiment, au-delà des 3 minutes, c'est fini. Il faut avoir convaincu le public. C'est ça. En tout cas, nous, on avait, alors, hormis le livre de Michel, donc Anatomie curieuse des vagues scélérates, 2 coups de cœur qui sont présents au Festival Livre-et-Mer de Concarneau. Donc il y a un beau livre de photographie sur la rade de Brest, la belle méconnue. Il est vraiment très joli. Et ça parle encore de Brest. Je suis désolée. Mais bon, tous les Brest de Perron, donc un livre qui mêle peinture et joli texte. Voilà, pour parler de la ville de Brest, et il est en compétition, on a un prix du beau livre et il en fait partie. Donc verdict vendredi soir à l'inauguration. Et s'il y a une chose à ne pas manquer, Christelle, pendant le festival Livre-et-Mer, c'est quoi? Hormis la conférence sur les vagues scélérates de Michel, évidemment. C'est difficile parce qu'effectivement, on a vraiment un beau plateau d'auteurs que je défends tous. On est très heureux de les accueillir. Donc peut-être que c'est notre diversité à côté de laquelle il ne faut pas passer. Voilà. En tous les cas, tout le programme est sur www.livremer.org et on va tout de suite voir ce qu'on dit du Festival Livre-et-Mer, mais plus particulièrement des vagues sur le web. C'est dans l'instant web. Alors, Benjamin, que dit-on des vagues sur le web? On en dit plein de choses sur ce sujet comme sur tous les autres. On trouve tout et n'importe quoi. Côté tout, on remarque que la promo de notre invité est bien faite. Quand on tape vague scélérate sur Google, le premier site sérieux vers lequel on est renvoyé, c'est le vôtre. C'est celui de l'Ifremer. Vous donnez les grandes lignes de vos recherches. Bravo, c'est du très beau placement de produit. On apprend aussi c'est une société française qui s'appelle Nova, qui propose un modèle de prévision approuvé par la Marine nationale. Ça fonctionne, ça? Ça prévoit ce que ça peut prévoir. Bon, je pense que ça peut éveiller effectivement l'attention au moment où il faut l'éveiller. Il y a toujours des risques supplémentaires. Ouais, j'imagine bien. Alors, pas de risque zéro. Alors, si par ailleurs on regarde géographiquement qui s'intéresse aux vagues scélérates, on remarque que c'est pas en Bretagne qu'on s'y intéresse le plus, c'est que le terme vague scélérate arrive sur Google, mais c'est au bord de la Méditerranée. Alors pas de mauvais esprit, c'est pas parce que dans leur grande baignoire ils risquent pas d'en croiser, c'est pas gentil de le dire, et en plus c'est pas vrai, je veux pas entendre ça, non. Côté n'importe quoi, donc il y a quand même, c'est surtout une question de méconnaissance. Tout est mélangé, les vagues scélérates, les vagues tout court, les tempêtes. Il y a des vidéos qui mélangent un peu tout ça sans être très précis. On a quand même sélectionné quelques vidéos qu'on vous mettra dans la foulée sur notre page Facebook. Pourtant, les tempêtes, bien sûr, ça fascine. Il y a des centaines de vidéos, des dizaines de récits sur les réseaux du Telegram. Je sais qu'on n'a jamais trouvé mieux pour mobiliser les lecteurs. Ça marche vraiment très bien. Pourtant, j'ai regardé. Non seulement vaguescélérate.com n'est pas déposé, mais tempête.com non plus, ni au singulier, ni au pluriel. Alors on pourrait monter un site, on pourrait monter un site sur le sujet avec les meilleures photos, les vidéos les plus flippantes, des articles scientifiques, des récits marins, des liens vers des sites météo, un forum, etc. On pourrait même trouver une cinémathèque, vu que les tempêtes font recette aussi au cinéma. Il y a eu 2 succès au box-office à base de tempêtes. Il y a eu En pleine tempête avec George Clooney, et puis le dessin animé Tempête de boulettes géantes, où il pleut des hamburgers, c'est pas lié directement, mais pour notre site, ça fait déjà 2 sponsors, les dosettes de café Waddles, là, et les fast-food. Alors voilà,
Je dis à notre invité, je vous laisse l'idée, bien sûr, lancez-vous, je me contenterai de 50% des recettes publicitaires. Ça vous va lancer un site internet sur les vaccélérates? Bon, pendant que vous négociez vos petites affaires, on va regarder Sébastien Chambre et sa brève. Il est un petit peu perturbé par le 1er avril. Regardez. Salut, c'est sur cette plateforme que commencent les travaux pour faire la 2e ligne de téléphérique qui va réunir le fort du Délec à la presqu'île de Crozon. Et oui, car grâce au succès du téléphérique à Brest, eh bien ils ont décidé d'en faire une 2e ligne qui va nous permettre de traverser le Goulet. Alors effectivement, de nombreuses personnes, comme ces deux-là, se demandent comment on pourrait aller de l'autre côté un peu plus vite. Non, mais sans rigoler, vous croyez vraiment qu'on avait besoin d'un téléphérique pour aller juste en face? Et le prochain, ça sera quoi? Un téléphérique pour aller à Ouessant? Et du coup, ce bateau-là, le bateau qu'on aime tant, qu'est-ce qu'il va devenir? On va le mettre au chômage? Non, un peu de sérieux, essayez de penser à des trucs un petit peu plus citoyens. On peut aller à Crozon en prenant sa voiture, on peut aller à Ouessant en prenant un bateau, au pire un avion si on est très pressé, mais un téléphérique. C'est une blague. Quoi? C'est un poisson d'avril, c'est faux. Là, c'est faux, quoi. C'est un poisson d'avril. C'est faux. C'est dommage, c'était une bonne idée. Bon, sérieusement, en ce moment, c'est Subito, le Festival international d'improvisation théâtrale. Alors improvisez un peu votre vie, allez y faire un tour et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Comment ça, une blague? Genre, c'est faux. Tu vois, ça n'existe pas, enfin, il n'y aura pas de téléphérique. C'est une blague. Ouais. Voilà. Bon. En parlant de poisson d'avril, vous avez dû voir pas mal de choses sur le web hier, ce J'ai mercredi. vu essentiellement des âneries. D'accord, rien de notable, donc vous n'allez pas en parler, Benjamin? Non, c'était ça valait pas le coup. En attendant, quand on écoutait Sébastien Chambre, on a fini notre négociation, donc vous m'accordez 80% des recettes publicitaires. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est sympa, merci beaucoup. C'est un marché très juteux. C'est ça. Allez, tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce vendredi à 20h45 sur TBO, vous avez rendez-vous avec le mythique Alan Stivell, le documentaire Au-delà des frontières. Stivell retrace le parcours de celui qui a sorti la musique bretonne du folklore pour la moderniser. On regarde un petit extrait. Le mouvement folk annonce des temps qui changent. Porté par une musique aux forts accents celtiques, il traverse l'Atlantique. Étudiant à Paris en faculté d'anglais, Alan a 22 ans quand il décide de se lancer dans la chanson influencé par Bob Dylan. En cette année 1966, la scène du centre américain, lieu de toutes les expériences, accueille le jeune chanteur. La première fois que j'ai chanté en public, c'est Houtnani de Lionel Rochman. C'était des spectacles entièrement improvisés, où tous les artistes étaient librement admis à se produire. Et puis un jour, il y a un garçon qui est arrivé, un garçon assez curieux. Un garçon très timide qui avait assisté à une soirée comme ça, mais simplement en auditeur, et qui me dit « Est-ce que je peux venir chanter la semaine prochaine ?» Mais moi, c'est pas des chansons américaines, je chante en breton, dit-il, très timide, en s'attendant à une réprimande. J'ai dû lui demander « Tu t'accompagnes à la guitare ?» « Non, à la harpe, dit-il, d'un air gêné. » Voilà, et pour revenir aux vagues, je crois qu'il y avait une question qui vous taraudait, Julie. Oui, parce que le thème, c'est bestiaire et faune. Et moi, quand j'entends ça, je pense plutôt à, pas forcément un thème maritime, mais à un thème, la campagne, la forêt. Oui, alors... C'est faune marine aussi. Oui, voilà, non, mais voilà, qui nous a intéressés. Et voilà, on s'est intéressé aux habitants de la mer. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce thème, Michel n'en fait pas directement partie, hein, mais voilà, des animaux marins, non, voilà. Non, mais il y a une autre conférence sur les calmars par Michel Ségonzac. Géants et une conférence qui va s'appeler Histoire authentique de fantastiques créatures marines de Jean-Baptiste de Panafieux le samedi à 16h, et donc où il va justement explorer les liens entre ce qu'on imaginait être le kraken dans la mythologie scandinave et qui s'avère être un calmar géant, sujet sur lequel rebondira donc Michel Ségonzac, un confrère de Michel Aulagnon de l'Ifremer et du Muséum d'histoire naturelle. Olivier Carsozon avait pas mal rebondi sur un calamar géant, si je me souviens bien, il y a quelques années. Et puisqu'on parle de géants, juste pour terminer, la plus haute vague du monde,
Jamais enregistrée, Michel. Alors, la plus haute vague jamais enregistrée, c'est pas une vraie vague créée par le vent, c'est une vague créée par un éboulement dans une baie qui s'appelait Port-aux-Français, et elle fait 524 mètres. C'est pas mal. Et c'est prouvé par les sapins arrachés. Donc ça, c'est une belle vague scélérate, quand même, 524 mètres. Là, voilà. Le festival Livre et Mer, vous retrouvez toute la programmation sur www.livreetmer.org. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission à la même heure. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.